Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu, Kira? Est-ce que ton otite s'est envolé? Alors mon otite s'est pas envolé, elle s'est même infectée, je suis antibiotique. J'ai une oreille en moins. Ouais, je crois que je vais pas m'en sortir, du coup j'ai pas joué de la semaine, je t'avoue, c'était une semaine ma foi, très calme, mais quand même un peu sur le signe de la nostalgie, car j'ai regardé beaucoup de choses. J'ai regardé la saison 2 de Star Trek Strange New World. J'avais adoré la première saison et je me suis éclaté sur la seconde. J'ai suivi ton conseil, j'ai regardé la série Silo, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte d'avoir la saison 2. Cette nuit, comme une évidence, à 3h du matin, je me suis réveillé, j'arrivais pas à dormir, j'ai regardé l'histoire sans fin et du coup j'en fais mon sujet hors sujet, tu vois. Donc, c'est plutôt marrant, j'avais envie de regarder ce film. Donc voilà, et toi, qu'est-ce que t'as fait de ta semaine? Alors du coup, cette semaine, j'ai fini un jeu, j'ai mis du temps à le finir, c'est Sly, tu sais, du studio Sucker Punch. Le premier a vieilli quand même, hein. Tu vois, c'était un peu pénible, mais le perso, l'ambiance... Cool. Ouais, trop cool. Je pense il a un potentiel de mascotte, je trouve, ce personnage pour Sony, même pour le studio et tout. Ouais, ça aurait pu. Et imagine une série animée avec ce personnage, franchement, ce serait génial. Ah bah, j'en prendrais pour $1, hein, comme on dit. Ouais, c'est clair. Après, j'en ferai pas de chronique, je pense. Donc, j'en ferai ça. Enfin, tu vois, c'est compliqué d'en faire une chronique une semaine, mais en tout cas, c'était sympa. Je suis allé chercher le platine quand même. Et sinon, j'ai fait une démo que je vais vous débriefer tout à l'heure, Final Fantasy VII Rebirth, et du coup, transition, le sommaire, mon cher Kira. Alors, on va parler de Final Fantasy, tu t'es fait un petit kiff cette semaine, on va parler de Final Fantasy XIV, on va parler de rumeurs autour de la Xbox et de l'écosystème Microsoft, on va parler encore de Final Fantasy, mais cette fois on va parler des démos du FF7 Rebirth, et on va parler ensuite d'un gros partenariat qui vient de s'acter entre deux géants du divertissement et du jeu vidéo. Ensuite, ça sera le test de Goldorak, le festin des loups, et pour finir, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sera l'histoire sans fin. On s'est fait quand même plaisir dans cette émission, Kira, mais c'est ça qu'on aime aussi, hein. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Hein. Exactement, c'est aussi pour se faire plaisir, c'est des petits kiffs et tout. Je me dis que peut-être la jeune génération qui fout le bordel dans les bus n'ont peut-être jamais vu l'histoire sans fin, et c'est peut-être l'occasion. Eh ben écoute, on va leur expliquer tout ça, du coup, on se lance, générique, c'est parti. C'est parti. Final Fantasy XIV. Donc continuité de plusieurs news que l'on a fait. La dernière, c'était toi d'ailleurs, où tu avais reparlé de Final Fantasy XIV. C'est vrai. Pour annoncer son arrivée sur Xbox et la bêta aussi. Bon, moi, je rate pas une occasion de parler de Final Fantasy, c'est vrai. Là, c'est pas forcément une très bonne nouvelle et ça fera peut-être un petit aussi raccord avec ta news d'après sur Xbox. Mais, donc le jeu arrive, on le sait, il arrive bientôt avec sa bêta ouverte le 21 février. Donc c'est vraiment tout bientôt à 9h heure française. Donc mettez bien vos réveils. Le jeu arrive sur Xbox pour sa bêta. Sachant que je le dis tout de suite quand même pour rassurer tout le monde, la bêta, l'essai est gratuit, la bêta ne nécessitera pas d'abonnement ni au Xbox Game Pass ni au jeu Final Fantasy XIV, sachant qu'en plus le jeu il est quand même gratuit, il n'y a pas besoin de l'abonnement jusqu'au niveau 70, le jeu Final Fantasy. D'accord. Donc tu vois, ça vaut vachement le coup, c'est quand même des dizaines d'heures de jeu pour arriver au niveau 70, vrai. Donc ça c'est bien. Par contre, là où Xbox marque une différence, et ça, c'est vrai que ça a créé une émulation ou une incompréhension dans la communauté Final Fantasy XIV, c'est que pour pouvoir y jouer à ce jeu, il va falloir un abonnement Xbox Game Pass, soit le Core, soit le Ultimate, alors que le jeu, normalement, sur PlayStation par exemple, il n'y a pas besoin de PlayStation Plus. Il suffit simplement d'avoir l'abonnement à Final Fantasy XIV pour y jouer, et là par contre, tu vois, sur Xbox, il y a cette différence, donc le jeu va fondamentalement coûter plus cher. Quand on sera plus sur la période d'essai, il faudra et un abonnement Game Pass et un abonnement Final Fantasy XIV. Donc les deux, là où sur PlayStation, il en faut qu'un. Et c'est dommage. C'est dommage parce que le jeu est déjà très répandu, tu vois, sur toutes les plateformes. Donc où il n'y a pas besoin de payer un abonnement supplémentaire. Et surtout, les joueurs de MMORPG, généralement, c'est
peut-être pas forcément des consommateurs de jeux de services comme le Game Pass ou le PS Plus, parce que le MMO, tu vois, on y passe du temps normalement. Donc ça, c'est, tu vois, ça a créé un petit remous quand même dans la communauté et c'est assez dommage. Je sais pas trop ce qui peut motiver ce choix, mais peut-être une exigence d'Xbox. Ça m'étonnerait que Square Enix se tire une balle dans le pied. Donc voilà, ça c'est pas chouette en tout cas, tu vois. Ouais, je trouve aussi, puis c'est vrai que ça peut ralentir des gens, parce que c'est un jeu qui est quand même sorti il y a longtemps, faut quand même s'engager dans MMO, hein. Il y a des gens qui aiment bien passer des heures et des heures là-dessus, mais il faut quand même avoir du temps. Et le budget aussi, ça compte, hein, mine de rien. Ouais, parce que quand on a passé la période d'essai, le jeu, quand même, c'est un abonnement de plus de 10 € par mois. Je crois que c'est peut-être 10,99 la première formule, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les MMO ont un investissement et en plus il faut payer le jeu, donc ouais, c'est vraiment dommage. C'est vrai que quand tu rajoutes ça en plus maintenant aux plateformes de streaming que tu payes, aux abonnements de ta console, ça peut vite coûter cher, quoi. Mais en tout cas, ça n'enlève évidemment aucune qualité à ce Final Fantasy XIV qui est franchement, en termes de longévité, en termes de qualité, un des meilleurs MMORPG. Et il faut quand même saluer cette bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle que le jeu arrive quand même sur Xbox. Donc, on va pas dresser un tableau trop noir. Mais en tout cas, il y a ce petit caillou dans la chaussure qui risque de faire un petit peu mal. Qui risque de gratter, quoi. Voilà. De mon côté, on va parler d'une certaine rumeur qui enflamme la toile dernièrement. J'ai dû faire un petit retour sur le réseau social X pour aller voir un petit peu ce qui se passait justement suite à ça, parce que j'en entendais beaucoup parler. Et il paraît, a priori, il y aurait peut-être une transition de la marque Xbox en tant qu'éditeur tiers, en fait. Donc, on va refaire une petite mise en contexte. L'évolution de la stratégie Xbox depuis 2020, donc Microsoft a commencé à présenter Xbox comme un écosystème plutôt que comme une simple console. Tonton Philou avait souligné à de nombreuses reprises que la stratégie repose sur le choix. Ce choix inclut non seulement les deux consoles, Xbox Series X et Xbox Series S, bien sûr, mais aussi la possibilité de jouer depuis son canapé en mobile ou en cloud ou éventuellement sur PC. De plus, les joueurs peuvent retrouver un catalogue riche de 4 générations de jeux dès le lancement. En somme, Xbox met l'accent sur les services et la flexibilité. Et la flexibilité, c'est bien ça le mot à retenir. L'arrivée de la Xbox sur le marché des consoles n'était pas fortuite initialement. À l'époque, Sony présentait sa PS2 comme un outil multimédia révolutionnaire, je ne sais pas si tu te souviens, capable de regarder des films via un lecteur DVD, c'était la grosse nouveauté de l'époque, de jouer et d'écouter de la musique directement sur sa console. Et Microsoft, soucieux de ne pas laisser Sony dominer seul le marché, a lancé la Xbox pour contrer cette menace, si je puis dire. La concurrence entre le marché de la console et du PC évolue au fil des années, car à l'époque le PC était en berne, mais un certain Steam a changé la donne, et depuis Xbox est revenu à ses premières amours avec le Xbox Game Pass, donc c'est-à-dire le software et le principe d'abonnement. Donc c'est disponible à la fois sur console et sur PC. L'idée est désormais de vendre des abonnements liés à des jeux vidéo plutôt que de dominer le monde, of course, des consoles un peu à la manière de Windows ou même maintenant Office où tu payes un abonnement tous les ans. C'est comme pour la majorité des PC, quoi. Et des rumeurs circulent sur la possibilité de voir des jeux exclusifs à Microsoft, donc à Xbox, arriver sur PlayStation 5. Donc bien que cela ne signifie pas que tous les jeux seront disponibles sur toutes les plateformes, cela reflète un changement de perspective. Microsoft pourrait bien évidemment muter, mais pas nécessairement devenir un éditeur tiers. L'idée serait de maximiser les entrées d'argent, forcément, c'est pas une entreprise à but non lucratif, en sortant certains jeux exclusifs sur d'autres consoles après avoir passé du temps sur les environnements Xbox via le système du Game Pass, par exemple. Surtout que depuis peu, la branche de jeux physiques de Microsoft a été sabrée via de nombreux licenciements, ce qui orienterait quand même vers un gros changement de cap. Donc au niveau des jeux possibles, ça parle de Sea of Thieves. Bien sûr, c'est le gros banger multijoueur de Microsoft, il y a énormément de gens qui y jouent. Hi-Fi Rush, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, Starfield ou Indiana Jones. Donc en résumé, l'avenir d'Xbox s'annonce quand même assez passionnant et nous devrons attendre pour voir si ces rumeurs se concrétisent ou non. En tout cas, les gens sont forcément très très chauds et au vu des ventes des dernières série X ou série S, je pense que ça peut être un bon mood de la part de Microsoft en tout cas. Oui, je pense aussi, t'as raison. Après, ça fait une raison de moins d'acheter la console, mais comme tu dis, les ventes sont quand même très en recul par rapport à PlayStation. Après, on sera assez vite fixé, parce que c'est vrai qu'on a toujours, nous, dans la philosophie
ne pas trop aimer commenter les rumeurs. Donc là, on va pouvoir s'inscrire justement dans cette continuité et on va pouvoir spéculer un petit peu. Moi, je pense que donc Phil Spencer a annoncé qu'il allait qu'il allait prendre la parole la semaine prochaine parce qu'il y a ça a fait quand même beaucoup de bruit. Moi, je prends tout ça avec des pincettes parce que ça reste de la rumeur, tout à fait. Ça reste de la rumeur et on sait aussi que c'est de bon ton de balancer une rumeur, voir comment le marché réagit, comment les fans réagissent, voir les levées de boucliers ou non pour prendre un peu la température. Ça se fait beaucoup. Et moi, je pense qu'on est plutôt là-dedans, là à l'heure actuelle, pour voir un petit peu comment tout le monde se comporte et tout le monde communique. Mais sinon, si vraiment on doit analyser, moi, je ne serais pas du tout surpris parce que les AAA, maintenant, les gros jeux, coûtent une véritable fortune, plusieurs centaines de millions de dollars. C'est ce qui a poussé Sony à sortir les jeux sur PC d'ailleurs. Donc ils ont déjà fait ce passage-là, Sony, sans avoir besoin de sortir sur Xbox parce qu'ils sont dominants sur le marché du hardware console. Donc ils n'ont pas besoin. Là où Xbox, même si c'est l'entreprise la plus riche au monde aujourd'hui, je crois qu'ils ont même dépassé Apple en valorisation financière, enfin boursière. Microsoft, comme tu as dit, doivent quand même avoir des comptes à l'équilibre. Et ces très gros jeux, je suis intimement convaincu que le Game Pass ne peut pas suffire à rentabiliser ces gros jeux. Donc qu'ils sortent 6 mois ou 1 an après, ça ne signifie déjà absolument pas la fin ou la mort d'Xbox, déjà d'une. Et pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt cohérent pour pouvoir rentabiliser les jeux et in fine en plus le consommateur, le joueur qui a investi dans une PlayStation, mais il sera content de voir Indiana Jones sortir sur sa console, il n'aura pas besoin d'acheter un nouveau hardware, donc le consommateur sera gagnant, Xbox sera gagnant, PlayStation aussi, donc pour moi ça, il n'y a pas de sujet, c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est plutôt l'ouverture au Game Pass sur d'autres consoles. Là, je suis par contre beaucoup plus sceptique sur la faisabilité et l'intérêt des autres constructeurs de faire ça. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. C'est vrai. Eh ben, enchaînons sur le débrief du State of Play. Donc la semaine dernière, on avait débriefé ensemble la conférence qu'on avait regardée tous les deux et on s'était donné rendez-vous cette semaine parce qu'il y avait la seconde partie du State of Play. Un peu comme on s'était dit, tu sais, Kira, Xbox et leur Xbox Developer Direct consacré à un jeu, à Starfield, ils avaient fait ça. Donc là, Sony a fait pareil pour Final Fantasy VII Rebirth. Tu l'as peut-être pas regardé, toi, de peur de te spoiler, comme tu n'avais pas fait le 1 encore, Kira. Ouais, j'ai rien regardé, je t'avoue. Tu as bien fait. Tu as été avisé, il faut pas trop regarder. Donc ce State of Play dévoilait pas mal de choses. Donc déjà, Yoshinori Kitase, le producteur de Final Fantasy, nous a présenté le nouveau trailer de Final Fantasy VII Rebirth. Donc absolument magnifique, hein, ce trailer. Et c'était cool parce que tu voyais pas mal d'environnements. On voyait la Costa del Sol, on voyait le Temple des Anciens, le Cosmo Canyon, Niflheim aussi. Enfin, on voyait pas mal de choses. Ça change de Midgard. Ça change de Midgard et c'est hyper coloré. Et ça fait plaisir aussi de voir parce que c'est un des reproches que j'avais fait au premier, mais c'est parce que c'est l'environnement dans lequel il était, le jeu. Mais c'était souvent assez sombre, assez austère. Donc là, c'était plutôt cool. Après, on avait Naoki Hamaguchi, le directeur du jeu, qui a présenté, lui, des phases de gameplay, donc plus riches, avec la map du jeu. On a vu la map du jeu, c'était très cool. On a vu le Golden Saucer, donc ça, ouais. Pareil, ça c'est trop cool. On a vu tout un tas de chocobos aussi. Ils ont axé, tu vois, le trailer sur, enfin pas le trailer, mais cette démonstration-là, plus sur la variété, l'exploration. On a vu les MOG aussi. Et on a vu toutes les quêtes annexes. Ce sera bourré de mini-jeux. Donc mini-jeux, jeux de la grenouille, les jeux du Golden Saucer, les jeux de tir, donc pas mal, beaucoup, un nouveau jeu de cartes aussi, hein, vraiment très très cool. En laissant aussi le ton, et c'est ça que j'ai apprécié, le ton assez humoristique. Je pense que comme le jeu original d'ailleurs et le remake, il va y avoir beaucoup de personnages hauts en couleur, tu vois, de situations un peu cocasses, un peu loufoque, oui. Ouais, un peu loufoque pour trancher avec le côté un peu sérieux quand même du scénario. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ils ont mis en avant aussi toute la partie musicale du jeu. Enfin, voilà, je vais pas détailler tout ce qu'on a montré. Ils ont montré aussi les combats, mais en tout cas, c'était vraiment une très très belle présentation. Et j'avais peur, moi, de me faire spoiler le jeu parce que ça a duré quand même 20-25 minutes. Et tu vois, c'est ça le risque dans ces cas-là, qu'il y a rien d'en voir trop. Mais je pense, c'est ma petite théorie, que dans toutes ces présentations-là, ils ont balancé des choses un petit peu fake
pour nous mettre sur des mauvaises pistes scénaristiques. Je crois que ça s'est déjà fait, ça, tu vois, dans des trailers ou des bandes. Ouais, exactement. C'est quoi? C'est des exemples de bandes annonces, non, que tu. Oui, c'est ça, c'est des bandes annonces où ils montraient des images qui n'étaient pas du tout dans le film. Par exemple, dans Avengers Infinity War, on voyait Hulk se battre avec les Avengers, alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Hulk n'apparaît quasiment pas dans le film. Et ben moi, je les soupçonne d'avoir fait ça, parce qu'il y a quand même un petit peu de flou en termes de choix scénaristiques qui vont se faire qui vont s'opérer dans cet épisode. Donc je crois à ça. Et après, on finit ce State of Play par l'annonce tonitruante, même si ça avait leaké, mais de Tetsuya Nomura, qui est le directeur créatif, qui a annoncé la démo. Démo du jeu disponible à l'instant, enfin quasiment après le State of Play. Démo que j'ai faite. Démo qui dure 2 à 3 heures environ. Ça va. Donc ouais, ça va franchement, et c'est tout un chapitre du jeu. C'est un flashback pour ceux qui ont fait l'original. C'est un flashback où il y a Sephiroth et Cloud. Du coup, Cloud plutôt dans sa jeunesse de jeune soldat, où ils vont à Niflheim. Oui, c'est ça, Niflheim. Je crois que c'est ça le nom de la ville. J'ai un petit doute du coup en le disant. Où Sephiroth, à cette période, essaie de retracer un petit peu sa jeunesse, voilà, plutôt de d'où il vient, qui il est vraiment. Donc c'est une scène très très connue du premier jeu, un moment assez mythique que l'on revit au travers de cette démo. Donc démo où on visite un village où il y a des phases de combat, où il y a des phases aussi des cinématiques, etc. Donc plutôt très sympa cette démo. J'ai passé un beau moment. J'ai peur par contre, Kira, d'avoir les mêmes réserves pour ce Final Fantasy VII Rebirth que celle du remake. Donc j'ai pas fait le test, enfin j'ai pas fait la chronique du premier, mais j'avais quelques petits tu vois, parfois je trouvais qu'il faisait durer un peu la durée de vie artificiellement avec des trucs un peu relous à faire. J'ai retrouvé ça un peu dans la démo, donc j'ai peur qu'il fasse ça aussi dans le jeu original. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est que en ayant fait cette démo, on débloque des petites récompenses sur la version finale du jeu une fois qu'il sortira, donc ça c'est cool. Et aussi ce passage là qui est vraiment un passage flashback, on n'est pas obligé de le refaire dans la version finale du jeu aussi si on n'en a pas envie. Donc tout ça pour dire démo très sympathique. J'ai pas une grosse claque graphique, mais c'est quand même très joli, les combats toujours aussi dynamiques, le passage mythique, donc vraiment très sympa. Ouais, ok. Donc ça t'a convaincu, quoi. Oui, ça m'a convaincu. Après, de toute façon, dès qu'il y a Final Fantasy dans le titre d'un jeu, voilà, c'est vrai que je perds toute objectivité. On a tous des licences comme ça, Metal Gear, si je te dis Metal Gear, Kira, voilà. Oui, mais Metal Gear, c'est une saga quasiment parfaite, hein, c'est normal. Exactement. De mon côté, on va parler d'une collaboration épique entre deux géants du divertissement, donc Disney et Epic Games, le studio derrière le célèbre jeu Fortnite. Donc tout d'abord, un peu de contexte, hein. Disney est une entreprise qui possède de nombreuses franchises renommées, telles que Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et bien plus encore. Epic Games est un studio de jeux vidéo qui a créé Fortnite, un jeu en ligne qui rassemble des millions de joueurs chaque jour, beaucoup de jeunes joueurs d'ailleurs aussi, hein. J'avais vu pas un sondage, mais une espèce de graphique, et une majorité des joueurs de Fortnite ont moins de 18 ans. Donc c'est un jeu qui touche vraiment la jeune génération aussi. Ces joueurs vont grandir forcément, mais je pense que le jeu du coup va être bien ancré dans l'inconscient collectif, avec les années en tout cas. Fortnite est connu aussi pour ses collaborations avec d'autres univers comme Marvel, Star Wars déjà, ou encore Stranger Things, Dragon Ball, ouais, c'est vrai que c'était dégueulasse ça aussi. Des concerts, comme Eminem aussi a fait des concerts. Il y a même des concerts il y avait un rappeur qui était venu, ils avaient même fait un défilé de mode, je crois. Enfin, du coup, c'est devenu quand même une espèce d'univers à proprement parler. Tout à fait. Mais cette fois, Disney et Epic Games vont plus loin justement. Ils ont annoncé un partenariat majeur qui va créer un nouvel univers de jeu, donc comme tu l'as dit, un métaverse, une sorte de métaverse où le divertissement sera expansif et ouvert. Et Disney investit quand même la coquette somme de 1,5 milliard de dollars dans Epic Games dans le cadre de cet accord. Ça va. Le but étant d'offrir aux utilisateurs une multitude d'options pour jouer, regarder, acheter surtout, et s'engager avec le vaste catalogue de Disney grâce au lien avec Fortnite, justement.
Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les joueurs et les fans pourront créer leurs propres histoires et expériences, exprimer leur créativité d'une manière distincte de Disney et de partager du contenu entre eux à la manière de la manière dont ils préféraient le faire via les réseaux sociaux par exemple, ou via un système de hub d'après ce qu'ils avaient l'air de dire. Tout cela sera alimenté sous Unreal Engine, bien sûr, le moteur graphique d'Epic Games. Par exemple, on peut très bien imaginer que les joueurs pourront construire leur propre château de la Belle au bois dormant, combattre aux côtés des Avengers ou encore explorer Pandora de la planète des films Avatar. Ce partenariat est une opportunité unique pour Disney et Epic Games de toucher un public plus large et plus diversifié et de renforcer leur position sur le marché du divertissement. Bob Iger, le PDG de Disney, considère cette collaboration comme la plus grande incursion de l'entreprise dans le domaine des jeux vidéo, offrant d'énormes opportunités de croissance et d'expansion, forcément. Mais ce partenariat n'est pas sans risque, il soulève aussi des questions sur les aspects juridiques, éthiques et créatifs de cette fusion entre les deux univers. Quid des droits d'auteur, les contrats qui régissent cette alliance, qu'est-ce qui sera mis en place ? Parce que si c'est les joueurs qui créent leurs propres choses, est-ce que les joueurs auront leur mot à dire, par exemple ? Je pense pas, ça reste Disney. Quelle est la place de la créativité et de l'originalité aussi dans un univers qui repose sur des licences déjà existantes ? Donc, c'est pareil, on peut le dire déjà pour Disney, ils ont annoncé leur catalogue et leurs 5 prochains films, c'est que des suites. Ces questions sont toutefois loin d'être simples, il faudra attendre de voir comment Disney et Epic vont gérer ces enjeux, mais une chose est sûre, ce partenariat va enfoncer le clou un peu plus fort dans le monde du jeu vidéo et du divertissement où Fortnite domine déjà largement. Et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce que tu es excité par cette collaboration ? Quelles sont les franchises Disney que tu aimerais voir dans Fortnite ? Je sais que tu es fan, donc c'est pour ça que je te pose la question. C'est vrai que... Ah, mais tu rigoles, mais quand Fortnite s'est lancé, j'ai joué à Fortnite. J'ai voulu quand même... je me débrouillais bien en plus. Mais... En tout cas, t'as très bien fait de traiter cette news parce que je pense qu'on sous-évalue l'impact qui est en train de se passer. Et pour toutes les raisons que tu as données. Parce que déjà Disney, en effet, c'est une très forte incursion dans le monde du jeu vidéo. Fortnite, ça le renforce encore drastiquement en termes de licence, en termes d'aura. Et en plus, c'est ce genre de jeu ou de move qui transforme l'industrie du jeu vidéo, je pense. Parce que si on regarde ce que font Fortnite, c'est qu'ils ont leur jeu Fortnite, ils sont petit à petit en train de rajouter des briques pour qu'en fait Fortnite ne soit plus qu'un jeu, mais il soit vraiment... un espace de divertissement. Tu te connectes à Fortnite pour jouer à un jeu de voiture, tu te connectes à Fortnite pour jouer à un jeu de Lego, tu te connectes pour regarder des concerts, pour faire des achats, comme tu disais. En fait, ils sont en train d'aller très très loin. C'est devenu l'Oasis. Et c'est devenu l'Oasis, tu veux dire la boisson sucrée Non, l'Oasis dans le film Ready Player One. Ah non, le groupe de musique non plus. Je sais, c'était une blague. Mais en tout cas, tu vois, je pense qu'ils sont en train d'essayer de créer... parce que tu as raison, en plus c'est la jeune génération qui joue à ça, donc pour eux le jeu vidéo, pour une certaine tranche de cette population, le jeu vidéo s'apparente à Fortnite. Donc demain ils vont, comme je te dis, lancer Fortnite pour lancer tout un panel de jeux qu'ils auront à leur disposition et qui pourront aller grappiller. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup des rumeurs Xbox, parce que ça, c'est le truc qui fait sensation. Mais pour moi, ta news, elle est plus importante encore dans le monde du jeu vidéo, je trouve, tu vois, en termes d'impact. Plus qu'une éventuelle transformation d'Xbox, par exemple. Donc pour te ça dire, va être violent, tout à fait. Ouais, pour te dire à quel point je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va drastiquement changer les choses. Et pour répondre à ta question, je rêverais de voir Fantasia dans Fortnite, parce que j'adore Fantasia. Voilà, j'en profite pour le dire. Écoute, peut-être que Bob Iger nous écoute et va se dire ok, on va mettre Fantasia. Parce que ça m'étonnerait pas. Des balais qui marchent et qui font de la magie, c'est quand même ultra cool. Et Mickey, avec son petit bonnet de magicien, c'est quand même le Mickey le plus sympa de tous les Mickey. Oui, c'est vrai que... Ouais. Moi, après, je sais que j'ai toujours été un fan de Disney. Je regarde encore beaucoup de Disney, ça m'arrive. Et c'est vrai que je trouve dommage, un peu comme à la manière d'Ubisoft, je trouve dommage que l'entreprise en ce moment parte dans tous les sens et ont perdu cette créativité, cette aura qu'ils avaient il y a encore quelques années. Moi je sais que 3 de mes Pixar préférés sont malgré tout des Pixar récents, mais vice versa, Coco ou même Soul j'avais beaucoup aimé, mais à chaque fois entre les deux ils en sortent des tout pourris qui sont pas super on va dire non seulement qualitativement intéressants, mais surtout on sent que c'est vraiment l'usine à sortir des trucs, tu vois. Donc là, à voir ce que ça va donner, voir une usine s'allier à une autre usine, bon ça fait une très grosse usine, mais je pense pas que ça va jouer positivement en tout cas sur la créativité des deux univers. Je suis assez d'accord avec toi.
Bon, ceci clôture notre partie news et finalement assez intéressante. On a traité des gros sujets là, Kira, quand même. On n'a pas rigolé, on n'a pas chômé cette semaine. Hein. On n'a pas chômé, tout à fait. Bon, c'est le moment. Il est enfin temps que je vous parle. Je vous en parle depuis souvent. Donc là, j'ai une bonne raison de parler de Goldorak, le merveilleux robot de lumière et d'acier. Je sais pas si ça te parle, Kira, ce chevalier des temps nouveaux. Alors, ça me parle. Je l'ai un petit peu regardé étant enfant, mais c'est vrai que j'ai pas de grands souvenirs de Goldorak, je t'avoue. Écoute, je vais te rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, qui est derrière Goldorak, c'est Go Nagai déjà, à qui l'on doit une excellente œuvre autre, Devilman, qui est d'ailleurs adaptée en série sur Netflix, qui est parfaite, qui est très très bien. Le jeu est édité chez Microïd. Pour le meilleur et pour le pire, on connaît Microïd, hein, mais en tout cas là, ils sont à l'édition et ils ont confié ce jeu, donc un jeu de commande peut-être, je sais pas, mais en tout cas aux développeurs d'Enroad, donc qui sont des développeurs en plus passionnés, à qui on doit l'intrigant Fallback. Donc je me suis intéressé un peu à ce jeu et franchement il a l'air trop cool, donc je l'ai mis sur ma wishlist Steam. C'est une sorte de roguelite post-apo, vraiment sympa en 2,5D. En tout cas ça me tente vraiment. Mais revenons à nos moutons. Donc le studio, il nous propose l'adaptation donc du robot le plus connu de France, hein, je pense quand même, Kira. C'est d'ailleurs une anomalie très franco-française, hein, parce qu'au Japon, oui, eux, c'est Mazinger Z, qui est piloté par Alcor d'ailleurs. Et chez nous, on a surtout hérité de ce spin-off Goldorak, d'ailleurs qui est pas très apprécié au Japon parce que Alcor est un peu teubé finalement. Dans sa soucoupe de merde. Dans son OVT tout pourri. Donc il est un peu passé en ridicule alors que c'est Actarus le héros, alors que c'est pas du tout comme ça dans Mazinger. Donc c'est pour ça que les Japonais aiment pas trop cette série. Mais grâce au Club Dorothée, nous on a été assez bercés dedans, en tout cas moi oui. Et d'ailleurs, j'ai écrit cette chronique, Kira, en écoutant tous les génériques de Goldorak. Donc, autant te dire que ça a été un carnage hier à minuit, où je chantais tous les génériques de Goldorak à tue-tête. Goldorak à tue-tête. En écrivant cette chronique. Donc je suis chaud patate, donc embarquons tous ensemble dans notre Spacer à travers la galaxie pour cette chronique de Goldorak, le festin des loups. Donc petite interlude musicale, hein, ça c'était que l'intro, on y va, c'est parti. Goldorak, go. Bon, j'espère que mon Goldorak Go n'était pas trop cringe, hein, c'est quand même mieux fait dans le jeu. Mais en tout cas, voici la légende que je vais vous raconter. Donc, Actarus à bord de son Goldorak. Donc, je reprends involontairement toutes les paroles du générique pour bien vous mettre le générique dans la tête. Vous allez m'en vouloir. Eh ben, vous allez être content en entendant la musique que j'ai choisie pour ma chronique, justement. Je l'ai chanté toute la journée au boulot, je l'ai mis à tout le monde dans la tête, ils ont tous pété un câble, ils m'ont fait putain, t'es horrible et tout. Ouais, je sais. Revenons à Actarus, qui est quand même quelqu'un de beaucoup plus sympa. C'est le prince de l'espace, quand même. Donc, Actarus, le fils du roi Deuphor et de la reine Astrida. Donc c'est quand même le taulier chez lui. Bah c'est sûr que c'est pas de jeu rigolo. C'est pas de jeu rigolo et en plus, si tu veux, il a un peu la paix de la galaxie sur ses épaules et il fait une sorte de mariage un peu arrangé avec la fille du grand stratégaire, donc Vegalia. Le stratégaire, c'est vraiment le grand méchant de l'univers et ils se sont mis un petit peu, tu vois, pour calmer les esprits de tout le monde. Ils ont organisé ce mariage, sauf que ce peuple, le peuple d'Actarus, se fait trahir. Le grand stratégaire, c'était qu'un stratagème pour détruire la planète Deuphor. Et Actarus, face à ce déluge de ça me fait rire ce que je vais dire ensuite, mais ce déluge de violence, qu'est-ce qu'il fait comme bon prince qu'il est? Il vole un robot. Il crame la planète. Non, il vole un robot, Goldorak, et il se barre. Donc ça, c'est Actarus. Non, mais après, il a un cœur pur, hein, faut pas lui en vouloir. Il a quitté son pays, il a quitté sa planète à bord de Goldorak, du coup, et il est venu sur Terre se réfugier. Sauf que pas de bol. Actarus, en venant sur Terre, il a amené la menace aussi avec lui. Donc maintenant, il doit défendre la Terre contre les armées du grand stratégaire, les armées de Vega. Et franchement, moi je kiffe, hein, je pense que ça s'entend. Le festin des loups, en plus, le titre du jeu, rien que le titre du jeu s'adresse aux fans. Parce que les fans savent que l'épisode 7 de Goldorak s'appelle le festin des loups. Et c'est un épisode mythique, très très connu, reconnu. Enfin, moi, c'est un de mes épisodes préférés.
l'épisode du festin des loups. Et donc le jeu se situe durant l'épisode 1 à 7. Et d'ailleurs, je me suis fait un petit kiff, Kira, quand j'ai fait ce jeu. J'ai entrecoupé chaque zone de jeu, parce que c'est découpé en 6 zones, par un épisode de Goldorak. Donc c'est-à-dire que quand j'ai fini le jeu, j'étais arrivé à l'épisode 7, le festin des loups. Est-ce que c'est pas beau ça quand même ? C'est magnifique. Je suis tout chamboulé. J'ai fait du cross-média moi tout seul. Je me suis inventé mon propre délire, mais franchement, c'était très très cool de faire ça. Et en vrai, c'est ça qui a un petit peu régi la construction de ma chronique, parce que je me suis dit, tiens, il y a ça dans l'épisode, il y a ça dans le jeu. Les épisodes, ils sont comme ça, le jeu est comme ça. Et en fait, j'ai fait plein de parallèles comme ça avec la série et le jeu. Mais qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu, du coup ? Les phases de gameplay. Il faut se dire que Kira s'est divisé en 3-4 phases, on va dire. La première, les phases scénarisées, où on est au boulot blanc, donc le boulot blanc comme l'arbre, c'est le ranch en fait d'Actarus, là où il a été recueilli par son père adoptif. Donc au boulot blanc, il n'y a pas grand chose à faire à part discuter avec différents petits personnages, et là tu fais avancer l'intrigue. Ensuite, quand l'intrigue se met en place, tu prends ton Goldorak et tu te retrouves dans des zones semi-ouvertes, où là on est complètement sur du beat'em up, donc il faut taper tout ce qui nous entoure, les méchants, sachant que tu as 5 missions. Une fois que tu avances sur ces différentes missions, l'intrigue, elle aussi, avance, et tu passes sur une autre phase qui, elle, c'est pas tout à fait dans cet ordre-là, hein, ça dépend des chapitres, mais après tu enchaînes sur des phases de shoot 'em up, donc à la Space Invader un peu, ou à la Ikaruga, où tu as le vaisseau justement d'Alcor, son petit OVT tout naze que tu vois vu de dessus, et tu dois esquiver tout plein de boulettes d'ennemis, des vaisseaux ennemis, et tu dois tirer sur les vaisseaux qui sont en haut de l'écran. Ou tu as pareil des phases de shoot 'em up où tu es dans le Spacer, donc c'est la version volante de Goldorak, et la caméra elle est derrière, et pareil tu dois esquiver des rochers qui tombent, tirer sur des ennemis, etc. Donc tu vois, t'enchaînes déjà 3 phases, plus une phase un peu distincte que je mets quand même distincte, c'est le combat de boss, où tu combats les Golgoth, donc ça qui sont des phases que je trouve à part entière, parce que la mise en scène c'est vraiment soigné, il y a un gros travail de fait sur les combats de boss, qui sont vraiment des phases très sympathiques. Et aussi, chose à préciser, dans ce monde ouvert, bon, c'est un peu la mode Kira, mais en même temps ça permet de faire évoluer le gameplay, c'est que tu as un petit côté RPG où tu trouves des collectibles et tu vas pouvoir faire améliorer des petits arbres de compétences, ton fulgure au point, ton corneau fulgure. Un petit côté light RPG, quoi. Un petit côté light RPG, tout à fait. Où tes clavicogires, tu vois, elles sont plus puissantes. Enfin, ce genre de petits éléments. Et donc cette boucle, phase d'histoire, phase de shoot 'em up, monde ouvert, combat de boss. En fait, ça s'enchaîne. C'est une boucle qui s'enchaîne sur les 6 zones du jeu. Donc, d'accord. La structure, elle a ses limites, parce que certains peuvent trouver ça assez répétitif. Moi, j'ai vraiment fait mon expérience. Je faisais une zone, je regardais mon épisode, je jouais le lendemain, donc j'ai pas eu trop ce côté répétitif. J'étais vraiment dans le délire. Mais en tout cas, ça retranscrit quand même, je trouve, une vraie volonté des développeurs de varier le gameplay, parce qu'ils ont conscience que ça peut vite être répétitif, du combat de robots. De toute façon, un Goldorak c'est ça à la base, hein. Donc ils ont essayé vraiment, tu vois, de varier les plaisirs, et ça c'est tout à leur honneur. Et surtout que moi j'ai vu un vibrant hommage à chaque épisode que je regardais, parce que la trame d'un épisode de Goldorak, c'est ça en fait. Tu commences quasiment presque tous les épisodes par la vie de tes héros, au boulot blanc, ouais. Pareil, où tu vois, ils discutent entre eux, il y a des petites vannes, il y a Rigel qui pète des plombs, enfin, tous les personnages sont bien représentés en plus, et l'épisode commence comme ça. Après, il y a une première menace qui arrive, donc Alcor, il part avec son OVT, son petit vaisseau, et il va taper quelques vaisseaux ennemis. Ça commence à chauffer, Goldorak arrive, il détruit la menace jusqu'à qu'un... Il les cartonne tous. Voilà, il les cartonne tous jusqu'à que un Golgoth arrive, et c'est le combat de boss. Donc tu vois, tout le cheminement que j'ai décrit dans le jeu, c'est, pour ainsi dire, ce que l'on retrouve aussi dans chaque épisode de Goldorak. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est très représentatif de l'œuvre animée. Moi, j'ai vraiment vu un hommage appuyé, tu vois. Après, Goldorak, la série animée, c'est, attention, un peu plus que ça. C'est un space opéra quand même qui a du sens. Il y a des épisodes qui sont vraiment très bien articulés, il y a des passages très dramatiques. L'histoire d'Actarus est dramatique elle aussi.
Donc voilà, enfin l'animé c'est pas qu'un enchaînement de situations comme j'ai décrit, ça va quand même un petit peu plus loin. Toi, je crois qu'Ira, c'est que tu disais, hein, t'as pas trop accroché. Hein. Non, à l'époque, je regardais pas trop Goldorak à la télévision, et je suis tombé sur un épisode l'autre jour, et je crois que j'ai dû tenir la moitié avant d'arrêter. Oui, c'est pas du tout... pourtant, j'adore tout ce qui est space opéra et tout, mais voilà, c'était pas mon délire. Je devais peut-être pas être dans le mood aussi, c'est possible, mais ça m'a jamais vraiment attiré, en fait. Après, moi, tu sais, les mechas, j'ai jamais été trop fan. Ouais, ça, c'est mon délire. Ouais, j'ai jamais été trop fan. Il y a certains films de mecha que beaucoup de gens adorent. Je pense à Pacific Rim. Mais moi, c'est pas totalement ma cam, moi, les combats de kaiju. Mais en fait, non, mais c'est bien quand même ce que tu dis. C'est que tu vois, cette structure narrative, même des épisodes qui paraissent un peu vieillottes, c'est quelque chose qu'on peut reprocher un petit peu au jeu. Sauf que le jeu s'inspire de cet animé. Donc, il prend les faiblesses, le jeu prend un petit peu les faiblesses de la structure narrative des épisodes de l'époque. Mais c'est ça aussi une adaptation fidèle, je trouve. Donc, moi, c'était pas un reproche, tu vois. Parce que ce jeu, franchement, il est plein d'amour, plein de fidélité. Déjà, je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais moi, la nostalgie, elle est insufflée souvent par la musique. Le générique de Pokémon, tu vois, le générique quand tu lances ton Pokémon bleu sur ta Game Boy et que t'as la musique qui part. Enfin, moi, la nostalgie est très liée, c'est vrai, au Team Carapuce. Ouais, Team Carapuce en force. La nostalgie est très très liée à l'OST. Et là, l'OST de ce jeu, et ben tu retrouves tous les thèmes de Goldorak, la musique, ouais, donc c'est la ça même. Marche, quoi. Ah bah ça fonctionne. Mais en fait c'est presque fou, mais rien que ça fonctionne pour que le côté nostalgie soit là. Donc ça c'est une belle prouesse quand même. Je sais pas comment ils ont négocié en tout cas, mais les musiques sont là. La VF aussi est de qualité, sachant que le jeu est entièrement doublé. Donc ça pareil, il faut le souligner. C'est un gros investissement et ils ont investi là-dedans. La direction artistique aussi qui est assez crayonnée, très colorée, donc pareil ça fait forcément référence à l'animé, et ça j'ai trouvé que artistiquement c'était convaincant. Vraiment la partie artistique. Les personnages, je l'ai dit, ils sont là, on les retrouve tous. Les noms des attaques, comme j'ai dit tout à l'heure, la cornofulgure, rétro-laser, clavicogire, enfin, tu vois, tout ça, fulgure au point. Ça, on y est, c'est cool. Et j'ai trouvé aussi le jeu bardé de détails, fidèle à l'histoire. Petit détail, hein, mais Alcor qui commence avec son OVT, son petit vaisseau qui n'a pas d'armes. Bah, c'est comme ça aussi dans l'animé, parce qu'à la base, ce vaisseau, c'était qu'un vaisseau de reconnaissance scientifique qui n'avait pas d'armes. Et bah, ça, c'est retranscrit dans le jeu. Donc là, c'est des petits détails que les fans verront et où tu te dis, il y a du travail. En tout cas, c'est aussi des fans qui ont développé ce jeu. T'as le skin noir et blanc de Goldorak que tu peux mettre en noir et blanc. C'est le même skin que dans l'Ending, donc le générique de fin. Donc en tout cas, tout ça pour dire que ce jeu transpire vraiment la fidélité à l'œuvre de Goldorak. Ouais, et ça c'est vraiment cool. Moi j'ai mis 8 heures à finir le jeu, à le platiner. Et d'ailleurs c'était assez rigolo, petite anecdote que j'ai trouvé marrante. Le dernier trophée qui me restait de débloquer, c'était de mourir, parce qu'en fait j'ai fait tout le jeu sans mourir. Et donc il me restait un trophée à la fin, c'était de mourir. Donc le dernier trophée que j'ai fait, c'est de mourir. Donc je suis mort, j'ai débloqué le platine, j'ai arrêté le jeu. Tu vois, c'était un côté un peu symbolique où mon Goldorak est mort. Ça y est, je peux arrêter de jouer et débloquer le platine. Tu peux le ranger. Ouais, exactement. Donc pour finir sur la direction artistique, et on va parler quand même de la technique après, avant la conclusion. Mais je disais direction artistique que je trouve ultra soignée. Là où le jeu réussit vraiment, c'est sur la partie décor. Les combats, la mise en scène, enfin les combats de boss et la mise en scène, et aussi toutes ces phases en vaisseau, les décors en fond sont hyper jolis. Moi j'ai passé un moment extra quand on traversait le vaisseau du grand stratégaire, et c'est un vaisseau immense que tu traverses avec ton petit vaisseau, et l'arrière-champ en fait est très très joli. Donc vraiment le jeu est hyper charmant aussi, les petites maisons, les petites voitures, on a vraiment l'impression d'être dans un jeu où tout est déjoué, mais parce qu'il faut quand même être objectif malgré que je sois ultra fan. Techniquement, c'est vrai que ça peut paraître assez daté parfois, surtout sur toute la partie dialogue et la partie scénarisée avec le boulot blanc, là, le fameux ranch, où si tu veux, Kira, toute la partie dialogue, c'est des scénettes où il n'y a pas d'animation. En fait, tu vois juste le personnage,
dessinées en style BD et des cases de dialogue. C'est doublé par contre, mais si tu veux, là, c'est là que tu te dis, bon, ils ont dû faire, je pense, des concessions de toute façon financières, à mon avis. Puis ça reste un jeu à petit budget. Oui, ça reste un jeu à petit budget, et puis ils ont investi pour moi dans l'essentiel. Quand je te dis que le jeu est doublé en VF, quand je te dis qu'il y a les musiques originales du film, de l'animé, pardon, enfin, tu vois, pour moi, ils ont mis l'essentiel. Ils ont mis ce qu'en tout cas on aurait attendu de Goldorak. Mais pour quelqu'un qui est pas fan, je pense que dans les standards actuels, certains peuvent se dire que le jeu est pas très joli, ou dans les animations, quand tu détruis un rocher, il y a pas trop d'animation. Quand tu tues un ennemi, pareil. Donc tu vois, c'est là-dessus que ça peut paraître un petit peu daté. Mais c'est sommaire, oui. Mais c'est pas la faute du jeu, Kira, c'est les jeux aujourd'hui, ils sont trop beaux. C'est pas de la faute de ce jeu-là. C'est vrai qu'on s'habitue à un certain standard. Mais voilà, c'est ça. Ben oui, on est devenus des princesses, en fait. C'est ça le souci. C'est ça. On crache sur notre caviar. Je te jure. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'il y a des petites lacunes techniques qui sont évidentes et qu'on ne peut pas nier, mais j'ai trouvé l'ensemble soigné. Quand j'y ai joué, moi, j'ai pas eu de bug ou de crash ou de trucs bizarres. Après, à la sortie, je crois qu'il y en avait un petit peu. Mais ils ont eu le mérite de le corriger. Moi, j'ai eu une expérience qui n'était pas du tout dégradée. Et ça, c'est important quand même pour le respect des joueurs. Tu vois, moi, j'ai pas eu en tout cas ces difficultés-là. Donc, en conclusion, j'en ai assez dit, hein, je pense, Kira, parce que sinon je pourrais en parler encore. Je pense que les gens ont compris que tu as beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Alors par contre, je le dis, il y a des gens, je pense vraiment, peuvent être complètement hermétiques à ce jeu, dire il est pas beau, ça m'intéresse pas. Enfin, moi, tu vois, je me suis créé ma propre expérience aussi en regardant les épisodes en même temps. Donc c'est vrai que les joueurs complètement hermétiques au Fulguro Point ou au gros mecha, bon, n'y trouveront peut-être pas leur compte. Quoique, hein, franchement, je vois ce jeu-là avec un jeune enfant, enfin ça peut être une expérience assez sympa. Mais moi en tout cas j'assume, vraiment, j'ai passé un super moment, je me suis amusé, ça a été un bon défouloir après quand même Baldur's Gate 3. Et il y a eu vraiment l'essentiel, tu vois, j'ai eu... le jeu m'a procuré le sentiment que les épisodes me procuraient, que de parler de Goldorak, tu vois, j'ai revécu cette passion. Dedans, quoi. J'étais dedans, et je trouve vraiment que les développeurs ont fait les bons choix avec les contraintes qui étaient les leurs, je pense. Donc le jeu transpire vraiment l'amour de Goldorak, un beau cadeau, je trouve, qu'ils ont fait aux fans. Donc moi je leur dis merci de m'avoir permis de replonger dans ces épisodes, merci de m'avoir permis de jouer avec mon gros robot préféré comme un gamin. J'avoue que j'étais comme un gosse. Merci de m'avoir donné en plus l'occasion d'écrire cette chronique. J'aime ce jeu vraiment comme j'aime l'animé de l'époque et ses qualités avec ses forces et ses faiblesses. Et d'ailleurs, petite annonce, peut-être on verra, mais en tout cas j'ai spammé les développeurs de plein de questions que j'avais à leur poser, donc les pauvres, donc j'espère peut-être qu'ils me répondront. En tout cas on a commencé à dialoguer avec eux, donc possiblement Kira, il y aura une première interview sur notre site web bientôt, ce serait chouette. Oh, un petit peu de teasing. Un petit peu de teasing, ce serait pas mal, mais en tout cas, ça peut peut-être se faire. C'est dans les tuyaux. Si ça ne se fait pas, je leur en voudrais pas. Je pense qu'ils sont très très occupés. Mais en tout cas, je me suis fait plaisir en tant que fan. Et je vais finir, Kira, par la phrase mythique du dernier épisode 7 de Goldorak, qui dit, je cite, « Au festin de l'amitié, chacun peut trouver sa pitance. Au festin des loups, il n'y a pas de dessert. » Voilà pour finir la chronique. Je pense que c'est très bien de finir comme ça. C'est très bien de finir comme ça, tout à fait. C'est un beau message de fin. Bon, est-ce que tu te lanceras sur le jeu Goldorak ou pas du tout, Kira ? Je t'avoue, je pense pas. C'est pas comme je dis, moi je suis totalement hermétique à l'univers et même au style de jeu en parallèle. C'est vraiment un jeu pour les fans. C'est marrant, ça fait un peu un lien avec mon test de la semaine prochaine où je vais parler de Robocop et du coup, je pense que c'est un peu le même concept en fait. C'est un jeu de fans fait pour les fans, un petit cadeau, un bonbon. C'est vrai que les autres peuvent trouver ça bizarre ou pas apprécier s'ils sont pas dans le délire, mais ce qui compte c'est que les fans soient ravis et là, ça a l'air d'être le cas. En tout cas. Ouais. Et en plus, moi, je me suis senti... Et tiens, je te le dis pas à l'avance, mais je te poserai exactement la même question la semaine prochaine avec Robocop, dont tu es ultra fan. Moi, je suis ultra fan de Goldorak. Et je me suis senti respecté. Tu vois ? Et ça, je pense que quand on te livre un jeu à licence, c'est l'essentiel. La technique, on peut en parler. Le gameplay, on peut en parler.
tout ce qui est tout ce qui est du domaine un peu factuel, technique, on peut en parler. Mais que le fan se sente respecté, ça je pense que tu vois, ça reste l'essentiel quand t'as une grosse licence derrière. Et je me mets à leur place, c'est pas évident non plus d'adapter un jeu à licence comme ça. C'est vraiment pas ça. Pour continuer, là maintenant Kira, je me suis fait plaisir, chacun son tour quand même. Là c'est à toi de nous parler. Quelque chose que tu adores, quelque chose de ton enfance, quelque chose Kira que j'ai vu qu'une fois et que je me souviens même pas à part une scène. Je pense que tu dois savoir quelle scène c'est. La scène la scène du cheval. Donc voilà, tu vas nous parler de l'histoire sans fin. Tout à fait. Donc on va lancer la musique du film, musique que j'adore, que vous allez entendre pendant quelques secondes avant que je commence mon test. Allez, c'est parti. Donc déjà, la musique met dans l'ambiance. Donc moi, ce que je propose, c'est de la remettre un petit peu. L'Histoire sans fin est un film de Wolfgang Petersen réalisé en 1984. C'est un film qui a marqué mon imaginaire. J'ai poncé et usé la VHS. Il fait partie des films que je regarde par temps difficile. C'est un film que je considère comme culte et teasing, je ferai d'autres films doudou nostalgiques dans mes prochains hors-sujets. Alors qu'est-ce que l'Histoire sans fin ? Donc c'est un film adapté du roman de Michael Ende, je pense que ça se dit comme ça, qui raconte les aventures de Bastien, un jeune garçon solitaire et passionné de lecture qui découvre dans une librairie un livre mystérieux intitulé L'Histoire sans fin. En le feuilletant, il se rend compte que le livre raconte l'histoire de Fantasia, un monde fantastique menacé par le néant, une force destructrice qui engloutit tout sur son passage. Bastien se met alors à suivre les péripéties d'Atriou, un jeune guerrier chargé de trouver un remède pour sauver la jeune impératrice, la souveraine de Fantasia, mais plus il avance dans sa lecture, plus il réalise qu'il n'est pas qu'un simple spectateur, mais qu'il fait partie intégrante de l'histoire. Donc ça, c'est le synopsis qui est, ma foi, très beau. Et rien que ça me file les poils alors que je l'ai vu cette nuit. J'avoue. En plus, ça donne envie, mais un peu comme les livres dont vous êtes le héros, non ? C'est un peu ça l'idée. Là, en fait, je vais te raconter, on va pas spoiler ma critique quand même. Non, quand même pas. Donc, c'est un film qui a su capturer l'essence du merveilleux et de la magie en nous plongeant dans cet univers riche et foisonnant, peuplé de créatures extraordinaires et de paysages enchanteurs. Le film est une véritable ode à l'imagination, à la créativité, qui nous invite à rêver et à nous évader de notre réalité morose. Le film joue habilement sur la mise en abîme en créant un lien étroit entre le lecteur et le héros, entre le monde réel et le monde fictif, entre le début et la fin. Le film nous fait ainsi réfléchir sur le pouvoir des mots, le sens de la vie, sur la quête de soi et sur son rapport à l'autre. C'est un film qui bénéficie d'une réalisation soignée et d'une direction artistique remarquable qui confère au film une atmosphère unique et envoûtante. Les effets spéciaux sont certes datés, c'est que des effets spéciaux pratiques, mais ça n'enlève rien au charme du film qui repose avant tout sur la force de son scénario et de ses personnages. Au niveau des maquettes, par exemple, tu as Falkor, l'espèce de dragon chien en fait, qui faisait quand même 15 mètres de long sur le plateau et qui était animé par 15 personnes en direct. Et en fait, la plupart des maquettes ont été faites à taille réelle. Et donc, on va se retrouver avec des maquettes de 15 pieds de l'eau qui prennent de la place. Et du coup, les enfants qui jouaient, enfin, du moins, l'enfant qui jouait avec ces créatures, il y a cette réelle sensation de toucher et de palpable. Ce qui manque un peu dans nos films actuels. En parlant des acteurs, ils sont tous convaincants, notamment Noah Hathaway, qui incarne avec brio le courageux Atriou, tout en subtilité dans son jeu. On a également Barrett Olivier, qui était très connu à l'époque, qui interprète avec brio le rêveur Bastien. La musique du film également n'est pas en reste, elle est composée par Klaus Doldinger et Giorgio Moroder. Je pense que c'est des Allemands. Et c'est un élément clé du film qui contribue à créer une ambiance sonore envoûtante et mémorable.
Les thèmes abordés sont nombreux et variés, mais on peut en distinguer quelques-uns qui sont particulièrement importants et qui peuvent nous toucher à certains moments de nos vies et qui m'ont touché moi tout particulièrement. Donc on a déjà le pouvoir de l'imagination et de la lecture qui permettent à Bastien de s'évader de sa réalité difficile et de participer à l'histoire de Fantasia. Le film montre que les livres sont des portes ouvertes sur des mondes merveilleux, mais aussi sur soi-même, car ils font réfléchir, ils font rêver et ils font grandir. On a également la quête de soi et de l'autre qui anime les personnages principaux. Bastien cherche à retrouver sa confiance en lui et à surmonter son deuil, période ô combien difficile. On va avoir Atreyu qui cherche à sauver l'impératrice et qui cherche à se découvrir également. Et on a également l'impératrice qui cherche à communiquer avec Bastien comme des âmes liées qui ont besoin l'un de l'autre. Elle, pour sauver son monde et lui pour se trouver et avancer. Tous les trois vont se rencontrer, c'est un micro-spoiler, mais à la fin du film, dans une scène émouvante et symbolique, comme dans un livre où c'est écrit d'avance, comme une évidence, où tout était destiné et chacun ressortiront grandi de cette nuit noire. En parlant de nuit noire, c'est la lutte contre le néant qui représente la menace de la destruction, de l'oubli et du désespoir. Le néant est causé par le manque d'imagination et des rêves des humains qui ne croient plus aux histoires de Fantasia. Le film nous invite à préserver notre capacité à nous émerveiller, à créer et à partager des histoires car elles sont le souffle de la vie. La résilience du monde factice des adultes et la cause du mal sont la principale source. Et la moralité, c'est qu'il faut garder son âme d'enfant et y croire, tout simplement. L'Histoire sans fin est un film qui a traversé les âges et qui continue de fasciner, et surtout qui continue de me fasciner et d'émouvoir. Ça marche à tous les âges, c'est un film qui nous fait voyager, qui nous fait vibrer, qui nous fait pleurer et qui nous fait rire. La scène du dada d'ailleurs. C'est un film qui nous fait grandir, c'est un film qui nous rappelle que l'histoire sans fin, c'est celle qu'on écrit avec notre cœur. C'est un film qui nous dit que rien n'est impossible tant qu'on croit en ses rêves. C'est un film qui nous dit que l'histoire sans fin, c'est nous. Oh, c'est beau. T'as fait un peu de poésie ? J'ai fait un peu de poésie, des fois, ça m'a... Non, franchement, ça a l'air... je m'en souviens plus du tout, j'avoue, à part la scène, je te dis, du cheval. Et petite confidence que je te fais, Kira, j'ai souvent confondu Le Jour sans fin et l'Histoire sans fin. Je savais jamais lequel des deux. Donc ça n'a rien à voir, je crois. Il y en a un, c'est Le Jour de la marmotte qui se répète tout le temps, que j'ai regardé cette semaine aussi d'ailleurs. Ah bah t'as vu, c'est marrant. C'est un film que j'adore avec Bill Murray. J'avais envie de comédie légère et j'ai regardé l'Histoire sans fin. Le Jour sans fin. Un jour sans fin, du coup. Et j'ai maté l'Histoire sans fin cette semaine. C'est vrai, hasard du calendrier. Il faudra que tu nous le fasses en chronique aussi, Un jour sans fin. Ça peut être rigolo. Et j'ai écrit une chronique sur Un jour sans fin que j'avais prévu de faire justement, mais ça a été remplacé par l'Histoire sans fin, donc peut-être que ça arrivera par la suite. Non, mais en tout cas, très belle histoire. Et il y a eu un 2, je crois, non ? Il y a un 2. En fait, l'Histoire sans fin... donc avait une fin, du coup ? Avait une fin, tout à fait, mais en fait adapte que la moitié du livre. D'accord. Et l'Histoire sans fin 2, ils l'appelaient partie 2 justement, c'est vraiment la deuxième partie de l'histoire, sauf que ça a été fait plusieurs années après, tout le casting a intégralement changé, et il y a un côté un petit peu plus de chipouille en fait, qu'on ne retrouve pas dans le premier Histoire sans fin. On a également une Histoire sans fin 3, qui est une grosse daube absolue, qui est une histoire totalement inventée en fait, et dénuée de cohérence et de sens avec les deux premiers. Moi, c'est un film que je considère vraiment comme un chef-d'œuvre, c'est un film dont je suis fan, vraiment fan, comme les Rocky par exemple, ou Retour vers le futur, tu me connais maintenant. Est-ce que c'est dans ton top 10 des films all-time ? Il est dans mon top 10 de mes films all-time, tout à fait. Écoute, merci beaucoup Kira pour cette chronique faite de nostalgie. C'était vraiment la ligne conductrice, je crois, de la chronique du cœur, on va dire. Semaine, ouais. Et quel sera ton jeu la semaine prochaine? Alors Kira, dis-nous tout. Alors je l'ai un peu dit tout à l'heure, ça sera Robocop, encore un trip nostalgique, autant se raccrocher à ce qui marche, et clairement ça marche. Moi mon sujet hors sujet, peut-être que je vais continuer sur Goldorak pour parler d'autres choses sur Goldorak, et après je vous laisse tranquille avec ça, c'est promis, mais ça peut changer aussi dernière minute, des fois on fait des volte-face comme ça sur nos chroniques hors sujet. Les jeux c'est plus compliqué, mais les hors sujet parfois on change d'avis comme de chemise. Mais voilà, ce sera soit du Goldorak, soit un roman, soit peut-être une BD. Bref, j'hésite encore un petit peu.
Mais du coup, Karen, je te laisse le mot de la fin. Que souhaites-tu dire à nos auditeurs avant qu'on leur dise bonne semaine ? Vous pouvez nous suivre bien sûr sur Twitter, Facebook, notre site internet, Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. Les pages sont alimentées très régulièrement, bien sûr. Merci de nous suivre, bien sûr, et de nous être fidèles. Merci pour tous les commentaires sympathiques que vous continuez à nous mettre sur les applications de podcast. Là, on a passé plus de 100 notes, c'est ça, sur Spotify. Bientôt sur Spotify. Voilà. Petit effort encore, s'il vous plaît. À 5 étoiles, tout à fait. Donc c'est bien, ça nous référence beaucoup. D'ailleurs, notre hébergeur, on est 5e, je crois, en termes de référencement sur leur page d'accueil. Donc c'est vraiment merci. On a des très gros pics d'écoute dernièrement et ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous donne envie de continuer. C'est vrai que parfois c'est difficile, mais on tient et c'est ça qui est important, la passion. Voilà, la passion. La passion, exactement. Voilà. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao.